Je n'avais pas manqué un seul dîner du dimanche, en plus de 12 ans. Pas une seule fois. Ni après les longues nuits passées dans la salle d'audit, ni après les tempêtes de neige qui verglacent les autoroutes, ni même lorsque je travaillais 60 heures par semaine juste pour joindre les deux bouts. Ma fille, Valérie, disait souvent que je donnais toute son importance à cette tradition. « Ce n'est pas dimanche sans toi, maman », m'avait-elle murmuré une fois en soufflant une bougie d'anniversaire. Je me suis accrochée à ces mots plus longtemps que je n'aurais dû. Cet après-midi-là, le ciel était teinté d'un gris bleuté doux, comme une toile au crépuscule, et la route vers Meudon était calme. Je conduisais, les mains fermes sur le volant, l'arôme d'ail et de sauce tomate emplissant l'habitacle comme une étreinte chaleureuse. Les lasagnes reposaient à côté de moi sur le siège passager, encore tièdes sous le papier d'aluminium, les bords parfaitement dorés. Exactement comme Valérie les aimait, sans ricotta, avec un supplément de mozzarella et du basilic frais entre chaque couche. Je les avais préparés de A à Z ce matin-là. Mon dos me faisait mal à mi-parcours, mais j'ai continué, parce que c'est ce que font les mères. La lumière du perron était déjà allumée quand je suis arrivée. Jaune, accueillante. Elle m'a rappelé l'époque où Valérie était petite et laissait de la lumière du couloir allumée si je rentrais tard du travail. Je me suis garée prudemment derrière le break d'Étienne, évitant par habitude la partie fissurée du trottoir. Les marches du perron ont légèrement grincé sous mes pieds. Les 2 premières étaient normales, la 3e toujours un peu lâche. Je connaissais chaque recoin de cette maison, bien qu'elle n'ait jamais été la mienne, en plus d'une décennie. J'ai tendu la main vers la moustiquaire de la porte d'entrée, et c'est là que je l'ai entendue. « Ne t'inquiète pas, ma mère couvrira les frais, elle le fait toujours. » C'était la voix de Valérie, calme, désinvolte, comme si elle parlait d'un chiffre sur une feuille de calcul. Une pause, puis un rire. Pas le sien, mais un rire familier. Claire Moreau, sa belle-mère. « Elle paye toujours ton forfait de téléphone, n'est-ce pas ?» La voix de Claire était tranchante, amusée. Valérie a ri à son tour. « Oh, tu sais comment est ces mamans. La culpabilité, ça marche à tous les coups. Elle dit oui avant même que j'aie fini de demander. » Je n'ai pas bougé. Ma main flottait près de la poignée de la porte. Le plat de lasagne dans mes bras devenait de plus en plus lourd à chaque seconde. À l'intérieur, j'ai entendu le tintement de verre et le froissement de papier. Étienne a dit que le fisc lui donnait jusqu'à la fin du trimestre, a continué Valérie. On a juste besoin de quelque chose pour montrer notre bonne foi. Je pensais commencer par une histoire de fuite dans le toit. Peut-être une tuile cassée. Elle proposera son aide avant même que je le demande. Elle a toujours eu le cœur sur la main. « Petite petite. Quelle bonne femme, » a dit Claire. La chaleur a d'abord quitté mes doigts, puis mes bras, puis un endroit plus profond, derrière mes côtes. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Le plat semblait froid contre ma peau. L'aluminium commençait à se froisser sous ma prise. À l'intérieur, ma fille continuait de parler comme si je n'existais pas, comme si j'étais déjà acquise, une ressource dans sa poche. Je n'ai pas frappé. Je n'ai même pas levé la main qui flottait près de la porte. J'ai reculé, pas à pas, en prenant soin de ne pas faire grincer la 3e marche sous mon poids. Les lasagnes étaient toujours dans mes bras, encore tièdes, mais j'avais l'impression de porter une pierre. En arrivant au trottoir, je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis glissée sur le siège conducteur et j'ai posé délicatement le plat sur le siège passager, comme s'il était encore destiné à quelqu'un que j'aimais. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Sûrement Valérie. Je ne l'ai pas regardé. Je suis restée là, les mains sur le volant, essayant de me souvenir du moment où j'avais cessé d'être sa mère pour devenir sa stratégie financière. Les lampadaires de la rue se sont allumés, baignant la chaussée d'une lueur orange pâle. J'ai tapé un message rapide. « Désolée, on m'a appelé du bureau, audit de dernière minute. Je me rattraperai la semaine prochaine. » Je n'ai ressenti aucune culpabilité pour ce mensonge, juste un étrange soulagement. Je n'ai pas attendu de réponse avant de démarrer et de reprendre la route.
L'odeur des lasagnes était devenue étouffante. Ail et tomates, cet arôme qui colle à la peau et aux souvenirs. J'avais préparé ce même plat pour la remise de diplôme du collège de Valérie, quand elle avait pleuré parce que sa meilleure amie déménageait. Je l'avais fait la veille de son départ pour l'université, en glissant un mot manuscrit dans sa valise, qu'elle n'a mentionné que des années plus tard. Je l'avais fait à son retour de lune de miel, avec une fatigue que je n'avais pas comprise à l'époque. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour la voir sourire. Et je l'ai fait. J'ai vendu mes bijoux de mariage, les bracelets en or de ma grand-mère, les boucles d'oreilles que mon défunt mari m'avait offertes, l'année où nous avions acheté notre première maison, tout ça pour qu'elle n'ait pas de dettes à la fin de ses études. Quand la famille Le d'Étienne a dit qu'elle ne pouvait payer qu'une réception modeste, j'ai couvert la différence. J'ai signé le chèque sans y penser à 2 fois. Quand ils ont eu besoin d'aide pour l'acompte de leur maison, j'ai vidé ma prime d'entreprise, chaque centime, parce qu'un bon départ était important. J'appelais ça de l'amour. Personne ne m'a jamais corrigé. Ils ne m'ont jamais remercié, mais je pensais que c'était normal. On n'élève pas une fille pour les remerciements. On le fait parce qu'on croit en la personne qu'elle est en train de devenir. J'ai pris un virage lent pour entrer dans ma rue, les rangées de maisons mitoyennes se dressant comme des ombres de chaque côté. Les lumières de mon appartement étaient éteintes. Je les ai laissées ainsi. Je me suis garée, j'ai pris mes clés et j'ai laissé les lasagnes derrière moi dans la voiture. À l'intérieur, je suis restée dans le noir un long moment, mon manteau encore sur le dos, mes chaussures encore humides du trottoir. Je n'ai pas pleuré, je suis juste restée là à retenir tout ce qu'on m'avait pris et à réaliser depuis combien de temps je le donnais volontairement. À un moment donné, j'ai ouvert le réfrigérateur non par faim, mais pour faire quelque chose. Le silence était pesant. Je me suis appuyée sur le comptoir, les bras croisés, et j'ai murmuré dans la pénombre. Quand mon amour est-il devenu leur droit ? Je n'ai pas pleuré, cela m'a surprise. Je suis allée me coucher, les lumières éteintes et les lasagnes toujours dans la voiture. Mes mains étaient froides, mes épaules me faisaient mal, mais il n'y avait pas de larmes. Juste le bourdonnement persistant de la clarté, comme si quelque chose s'était enfin mis en place. Je suis restée à fixer le plafond, les ombres du lampadaire traçant des lignes familières sur les murs, et j'ai pensé non pas à la trahison, ni même à la douleur, mais à l'accès. L'accès que j'avais accordé, sans réserve. Au lever du jour, mon ordinateur portable était ouvert. J'ai accédé à tous mes comptes. Courant, épargne, retraite, investissement. Le nom de Valérie était toujours là, caché dans les formulaires de contact d'urgence, de bénéficiaires secondaires, des cases cochées par confiance, non par précaution. Je les ai toutes décochées, j'ai déplacé chaque centime vers de nouvelles banques, j'ai ouvert de nouveaux comptes avec des mots de passe longs et complexes. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai changé les réponses aux questions de sécurité que je n'avais pas mises à jour depuis avant la fin du lycée de Valérie. J'ai appelé ma compagnie de carte de crédit, ma banque, mon assureur, un par un, et j'ai placé des alertes de fraude sur tout ce que je possédais. J'ai supprimé le dossier Dropbox partagé où j'avais autrefois téléchargé notre budget familial, la liste des contacts d'urgence, les mots de passe, des comptes communs Netflix et Costco. Je l'ai effacé de mon monde numérique, non par colère, mais parce que, pour la première fois, je comprenais à quel point ma confiance avait été dangereuse. Cet après-midi-là, je me tenais devant le bureau de Marcelle Dubois. Elle tapait sur son clavier, ses lunettes basses sur le nez, son tailleur aussi impeccable que toujours. « Tu as 5 minutes ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux et m'a fait signe d'entrer sans un mot. J'ai fermé la porte et je me suis assise. Ma voix est sortie ferme, comme si je l'avais répétée. « Ce n'est pas encore juridique, » ai-je dit. « C'est personnel, mais ça pourrait devenir les deux. » Marcelle a cessé de taper. Elle a tourné sa chaise vers moi, les bras croisés. Je lui ai tout raconté. La conversation sur le perron, l'argent que j'avais donné au fil des ans, les lasagnes que je n'ai jamais livrées. Son visage est resté impassible, seuls ses doigts ont bougé, se resserrant sous ses coudes.
Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois. Elle a toujours été plus maligne que tu ne le laisses paraître. Je n'ai pas répondu. Il y a un poste vacant à Bordeaux, a-t-elle dit. Même travail, coordinatrice financière, pas de code postaux partagés. J'ai cligné des yeux. Elle a continué. L'équipe est solide, aide au logement, déménagement pris en charge. Ils ont besoin de quelqu'un de stable, de quelqu'un d'invisible mais d'essentiel. Comme toi. Je ne savais pas quoi dire. Tu devrais décider rapidement, a-t-elle ajouté. Mais je ne pense pas que rester ici te fasse du bien. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, juste de l'honnêteté. J'ai hoché lentement la tête. Mon esprit commençait déjà à faire ses valises. Pas mes pulls ou mes livres, mais les parties de moi que j'avais laissées dans trop de cuisine. Trop de messages, trop de moments sans protection. Avec une fille qui avait mémorisé comment me blesser. Ce soir-là, j'ai transféré le dernier compte, celui que j'avais ouvert le jour de la naissance de Valérie, quand tout ce que j'avais portait son nom. Je l'ai fermé d'un clic et j'ai vu l'écran devenir blanc. Dans le silence, je me suis demandé ce que signifiait être une mère sans plus rien à donner. Valérie a appelé le lendemain soir, comme si de rien n'était. Sa voix était enjouée, polie, un peu trop enthousiaste, comme lorsqu'elle demandait des billets de concert ou de l'argent pour le week-end. « Salut maman, je pensais qu'on pourrait peut-être dîner demain, juste toi et moi, pour se mettre à jour. » J'ai regardé mon téléphone une seconde avant de le porter à mon oreille. « Je ne peux pas, » ai-je dit fermement. « Demain, j'ai quelque chose de plus important que la famille. » Il y a eu une pause, juste un souffle, mais je l'ai entendu. Le changement. « Oh !» a-t-elle dit avec légèreté. « D'accord, eh bien, peut-être plus tard dans la semaine. Il y a quelques petites choses dont on devrait parler. Rien de grave, juste des projets. » « Des projets ?» ai-je répété. Elle rit nerveusement. « Oui, tu sais, les impôts arrivent et Étienne essaye de régler le problème des déclarations trimestrielles. Et on s'est dit que ton conseil nous serait utile. »« C'est tout ?» Je l'ai laissé parler. J'ai écouté l'hésitation calculée, la façon douce dont elle enveloppait ses demandes de ton désinvolte. Comment elle ne disait jamais le mot « aide ». Il était toujours implicite, toujours adouci. Je n'ai pas adouci ma réponse. « Tu as dit que je fondrais si tu pleurais, » ai-je dit sans émotion. « Prouve-le-moi. » Il y eut un silence au bout du fil. Pas de surprise. Un silence calculateur. Je connaissais bien ce silence. C'était le son d'elle recalculant sa stratégie. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » a-t-elle finalement dit. « Si tu le sais, » ai-je répondu. « Tu ne t'attendais simplement pas à ce que j'entende. » Elle a essayé à nouveau. « Maman, ce n'est pas juste. Tu agis comme si je ne comptais pas pour toi, comme si je t'utilisais. » « C'est ce que tu fais, » ai-je dit. « Et tu le fais depuis des années. » « Ce n'est pas vrai, » j'ai raccroché. 15 minutes plus tard, Claire a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Céline, » dit-elle d'un ton trop chaleureux. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Valérie est sous pression, tu sais ce que c'est. Les mariages, les hypothèques, les impôts, tout s'accumule. » « Je ne suis pas confuse, Claire. »« Eh bien, » soupira-t-elle en changeant de ton, « c'est ça la famille, on s'entraide. Tu as toujours été la personne sur qui on peut compter, et c'est une chose merveilleuse. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. « Je ne suis pas sa banque, » ai-je dit. « Je suis sa mère. » Et elle a cessé d'être ma fille quand elle a commencé à planifier ma générosité dans mon dos. Claire a essayé de répondre, mais je coupais déjà l'appel. Ce soir-là, je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant mon reflet se fondre dans la nuit. Quelque chose en moi s'était arrêté, quelque chose qui avait l'habitude de plier et de plier encore jusqu'à se briser sans un bruit. Cette fois, j'ai entendu la fracture. L'enveloppe était épaisse, sans marque, du genre qui ne correspondait pas à un bureau comme le mien.
La réceptionniste semblait embarrassée en me l'attendant. Elle a dit que c'était personnel. Elle n'est partie que lorsque j'ai signé. Je l'ai emportée à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assise sans enlever mon manteau. Son poids dans mes mains semblait disproportionné, lourd comme la honte, mais pas la mienne. À l'intérieur, un langage formel, une mise en page juridique absurde, écrite en Times New Roman, 12 points. Valérie et Étienne me poursuivaient en justice. Ils affirmaient que l'argent que je leur avais donné, au fil des ans, les frais de scolarité, les chèques pour le mariage, le cadeau pour la compte, les virements d'urgence, étaient des prêts verbaux faits avec l'attente d'un remboursement. Ils m'accusaient d'abandon, de stress émotionnel, de sabotage financier. Il y avait même une ligne affirmant que mon retrait soudain de soutien familial avait déstabilisé leurs revenus. Pendant un instant, je n'ai pu que rire. Pas le rire de l'humour, mais celui qui s'échappe lorsque l'incrédulité atteint sa limite. J'ai ri parce que je ne pouvais plus pleurer. J'ai apporté les documents à Marcel. Elle les a examinés avec un œil d'expert, son expression indéchiffrable, jusqu'à ce qu'elle expire par le nez et les pose sur son bureau. « Je connais quelqu'un », a-t-elle dit. « Elle n'est pas bonne au marché, mais elle est chirurgicale. Tu en as besoin. » Ce même après-midi, j'ai rencontré Lorraine Vasseur. Mince, directe, avec la posture d'une femme qui n'a jamais eu peur de la confrontation. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle m'a d'abord laissé tout expliquer, les cadeaux, les dîners, la conversation entendue, les appels, la nuit où je me suis éloignée de la porte, avec les lasagnes et la clarté se refroidissant ensemble. Quand j'ai eu fini, elle a tapoté l'enveloppe une fois et a dit « Ils ne veulent pas de votre argent. » J'ai levé les yeux. « Ils veulent pas contrôler votre récit, » a-t-elle dit. Cette poursuite n'était pas pour des mets pour des dettes. C'était pour la culpabilité. Ils veulent vous forcer à retourner dans le rôle qu'ils ont construit pour vous. La mer généreuse, le puits sans fond. Que faisons-nous ? Ai-je demandé. Nous nous défendons. Évidemment, ils n'ont aucun accord écrit, aucun contrat. Vous êtes protégés. Si vous le vouliez, nous pourrions contre-l'attaquer. Poursuivre pour harcèlement, diffamation, stress émotionnel. J'ai secoué la tête avant qu'elle ait fini. Je ne veux pas de vengeance. Lorraine a légèrement plissé les yeux. Je veux de la distance, ai-je dit. Une ligne claire, sans expéditeur. Elle a hoché la tête. Alors nous faisons disparaître cela. Silencieusement, complètement. J'ai signé les documents qu'elle a préparés et j'ai quitté son bureau avec une étrange clarté. Non seulement ils avaient essayé de me culpabiliser pour que je cède à nouveau, mais ils voulaient réécrire l'histoire, me faire passer pour la méchante dans le conte que j'avais écrit avec amour et sacrifice. Ce soir-là, à la maison, j'ai rassemblé tous les albums photos, chaque carte, chaque note conservée dans l'écriture cursive de Valérie. Je les ai soigneusement placés dans une boîte, non pour les jeter, mais pour les mettre hors de ma vue. Je n'avais pas besoin de rappel du rôle qu'on m'avait assigné. J'apprenais déjà à vivre sans le script. Faire mes cartons pour Bordeaux était différent de tout autre déménagement. Il n'y avait pas de liste, pas d'étiquette de couleur, pas d'anxiété d'oublier quelque chose. Je ne déménageais pas pour tout recommencer. Je déménageais pour cesser de porter ce qui ne m'allait plus. J'ai commencé par le placard du couloir. De vieux draps, des bougies de Noël non ouvertes, une pile de sacs cadeaux que je gardais au cas où. Un par un, je les ai triés. J'en ai gardé certains, la plupart sont partis. Puis est venue la chambre d'amis. Bien que personne n'y ait dormi depuis plus d'un an, le lit était toujours fait avec le couvre-lit que Valérie et moi avions choisi un jour ordinaire, quand nous sortions conduire le samedi sans raison. Je l'ai plié sans cérémonie. Dans une boîte sous le lit, j'ai trouvé une pile de cartes non ouvertes, des enveloppes d'anniversaire et de fêtes que j'avais envoyées après que Valérie et Étienne aient emménagé dans leur nouvelle maison. J'ai reconnu ma propre écriture sur chacune. Aucune n'était ouverte. Certaines étaient si solidement scellées qu'elles semblaient intactes. Je me suis assise par terre, les cartes sur mes genoux, pendant un long moment
sans rien lire, juste en sentant le poids de l'effort qui n'était allé nulle part. L'après-midi, la cuisine fut la dernière pièce. J'ai vérifié les placards, nettoyé les étagères, jeté des épices que je n'ai jamais utilisées. Je l'ai trouvé derrière une plaque de cuisson, que je ne touchais presque plus. Le plat à lasagne. Le même que ce soir-là. Verre lourd, encore propre. Je ne l'avais pas utilisé depuis. Je l'ai pris, j'ai passé mes doigts sur le bord, et j'ai senti le souvenir pressé contre ma peau. Tous les dîners que j'avais préparés avec espoir. Toutes les nuits où je croyais que l'amour était quelque chose que l'on cuisine, que l'on réchauffe et que l'on sert avec un sourire. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hésité. J'ai marché jusqu'à la poubelle, j'ai soulevé le couvercle et j'ai laissé tomber le plat avec un seulement de la libération. J'ai refermé le couvercle. J'étais en train de sceller un carton de déménagement quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je connaissais par cœur mais que je n'avais pas enregistré depuis des mois. Pardon. On avait besoin d'aide, mais je sais qu'on ne la méritait pas comme ça. Je suis restée un moment à le relire. Il n'y avait aucune tentative de réparation, juste une reddition passive. Ça n'a pas fait aussi mal que je le pensais, et c'était juste petit. J'ai tapé lentement, avec intention. J'espère qu'un jour, tu deviendras la fille en laquelle je croyais. Je n'avais pas attendu de réponse. J'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans la poche d'un manteau que je n'emporterai pas avec moi. L'air dans l'appartement semblait plus léger, comme si les murs avaient enfin expiré. J'avais pris un autre carton et j'ai continué. L'appartement à Bordeaux était petit mais lumineux, avec de larges baies vitrées donnant sur la Garonne et les bateaux qui flottaient comme des soupirs sur l'eau. Je l'avais choisi parce qu'il ne me rappelait rien. Pas de fêtes partagées, pas de ressentiments gardés dans les murs, juste des murs propres, la lumière du matin et l'odeur de l'air de l'estuaire qui s'infiltrait même lorsque les fenêtres étaient fermées. Je l'ai meublé lentement. Un canapé confortable, une chaise près de la fenêtre, pas de table à manger, je n'en avais pas besoin. Le dimanche, je cuisinais encore, mais c'était des plats simples, pour une personne. Les grands repas ne me manquaient pas, c'était le sens que je leur donnais qui me manquait. Mais même cela s'estompait. Je me suis inscrite à un club de lecture à la librairie du coin, non pas parce que j'avais besoin de structure, mais parce que je voulais entendre les gens parler de choses qui ne se terminaient pas par une perte. Les femmes là-bas étaient drôles, vives et curieuses, sans s'excuser. L'une d'elles, Carmen, m'a appris à faire du kayak. Je suis tombée 2 fois et j'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Les muscles de mon visage s'en sont souvenus. La plupart des jours, je marchais le long de l'eau avant le travail. J'ai commencé tôt, travaillant à distance les premiers mois pendant que l'équipe s'adaptait à crevette. Marcel me contactait de temps en temps, toujours brièvement, toujours aimablement. « Ta voix c'est plus clair », a-t-elle dit une fois. Je l'étais. Puis, un matin, un email de Lorraine. Court, direct. Étienne mis en examen. Valérie et Claire sous enquête formelle. Fraude financière liée à plusieurs comptes. Votre affaire a été classée sans suite. Il n'y avait pas de formule de politesse. C'était fini. Et j'ai lu les lignes 2 fois et j'ai supprimé le message. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, juste de l'espace. Comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce où je ne savais pas que j'étais piégée. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque et j'ai fermé le dernier compte de ma vie antérieure. La femme derrière le guichet m'a demandé si je voulais en ouvrir un nouveau. Je l'ai fait, elle m'a passé les papiers. Nom sur le compte ? J'ai fait une pause, puis j'ai écrit lentement, avec soin. C. Rivera, le nom de jeune fille de ma mère. Le nom d'une femme qui m'a élevée avec des mains calleuses et un feu silencieux. Le nom que personne ne m'avait enlevé. La guichetière a souri et m'a rendu les papiers. « Bienvenue à votre nouveau départ », a-t-elle dit. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, la Garonne illuminée d'or par la dernière heure du soleil. J'ai pensé au mot « mère ». Comment je m'étais enveloppée dedans, comme si c'était un but en soi. Comme il avait été difficile de le laisser signifier autre chose que le sacrifice. Je n'ai pas cessé d'être une mère. J'ai juste cessé d'être la sienne.
Certaines personnes vous aiment jusqu'à ce que vous disiez non. Ce n'est pas de l'amour, c'est un avantage. Et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que le son de leur voix ne me manquait pas du tout.